Parfait, ben, je suis ravie en tout cas d'avoir cette plateforme pour discuter aujourd'hui des neurosciences de la décision. Merci beaucoup à Stéphanie pour cette invitation. La prise de décision, ben, c'est une des fonctions cérébrales les plus complexes dans le système humain. C'est ben, notre faculté de raisonnement, c'est ce qui nous distingue d'une certaine manière aussi des animaux. Et puis, cette faculté de décision, elle est souvent au cœur de nombreux débats. Donc finalement, de savoir est-ce que je dois suivre mon cœur pour prendre une décision, me fier à mon intuition, ou est-ce qu'il faut que j'ai une approche aussi rationnelle que possible pour prendre de meilleures décisions. Et puis, même si on revendique l'excellence de l'intelligence humaine, on se rend compte que souvent, ben, on est amené à prendre des mauvaises décisions, souvent à notre insu, souvent de manière inconsciente. Et même si on est expert dans un domaine, c'est pas pour autant qu'on est capable de prendre des décisions optimales. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est un rapide voyage au cœur des rouages de la prise de décision pour qu'on puisse découvrir les pièges de notre fonctionnement cérébral, mais aussi les incroyables ressources de notre cerveau. Donc, pour la demi-heure qui va suivre, on va passer en revue les composantes essentielles de la prise de la décision, parler du fonctionnement du cerveau, bien entendu, et puis aussi découvrir quels sont nos différents modes de pensée et les différents facteurs d'influence qui vont du coup potentiellement nous induire en erreur ou nous amener à prendre des décisions plus judicieuses. Et puis je terminerai par des recommandations basées à la fois sur des connaissances scientifiques et puis sur un retour par rapport aux expériences pratiques que j'ai pu réaliser, notamment dans l'accompagnement à la prise de décision complexe. Donc déjà, pour qu'on puisse s'aligner, finalement, la décision, c'est quoi? Donc, l'approche que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une approche qui est axée sur le processus cognitif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne face à la décision. Et il y a 3 éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est qu'on parle, quand on parle de prise de décision, c'est qu'il y a toujours l'évaluation d'une situation. Et c'est particulièrement quand la situation est incertaine, qu'elle est complexe, qu'elle est ambiguë, qu'on va prendre conscience de ce besoin de décider. Et face à cette situation, il y a plusieurs alternatives qui se dessinent. Et la décision, elle vise donc à choisir une alternative parmi les différentes options. Donc, la décision, d'une certaine manière, ça implique aussi un renoncement. On va devoir renoncer à certains choix pour ne considérer qu'une seule option. Et puis finalement, la décision, elle implique une action. Une décision qui reste dans notre tête, finalement, c'est simplement une idée, c'est un projet. Tant qu'elle n'est pas concrétisée, on ne peut pas proprement parler de décision. Et le cas de figure particulier aussi, c'est souvent on ne décide pas et au final, ne pas décider, c'est quand même une décision en soi. Et après, on va évaluer cette décision. Et là, il y a 2 aspects. Il y a d'un point de vue cognitif déjà une évaluation qui va se faire en fonction de ce qu'on pensait obtenir comme résultat par rapport à cette décision et ce qui se passe réellement. Donc ça se fait assez rapidement. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que dans le monde du travail ou dans nos vies de manière générale, ce qui fait qu'on peut dire que c'est une bonne décision ou non, c'est souvent le résultat que la décision va amener. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer forcément la décision à l'instant T, mais c'est vraiment le résultat parfois différé qui va nous faire dire « Ah oui, j'ai pris une bonne décision » ou « J'ai pris une mauvaise décision ». Et puis, on a eu de nombreux exemples assez représentatifs dans le cadre de la gestion de la situation Covid, où les politiques étaient amenés à prendre des décisions à un instant T sur la base de certains éléments. Et puis, nous, public, finalement, on venait évaluer ces décisions après coup quand on avait de nouveaux éléments et puis qu'on avait du coup une évaluation qui était différente parce qu'il y avait des nouveaux éléments qui étaient apparus entre-temps. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce soit d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue social, la prise de décision, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Et pour poursuivre le voyage, on va faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé par rapport aux différentes théories concernant la prise de décision, et puis ça nous invite justement à prendre conscience des limites de la rationalité. Longtemps, on a imaginé que pour prendre des meilleures décisions, l'homme devait être le plus rationnel possible, laisser ses émotions de côté. Donc ça, c'était la théorie du choix rationnel, où on partait du principe que l'individu, il est piloté par son propre intérêt et il prend ses décisions en cherchant à maximiser le bénéfice et puis à réduire le coût ou l'effort nécessaire. Donc c'est le fameux homo economicus qui cherche à maximiser le profit ou l'utilité de sa décision. Et il évalue la valeur d'un choix finalement en fonction de la récompense à laquelle il s'attend et puis par rapport aussi à la probabilité.
Mais bon, cette théorie du choix rationnel, finalement, elle présuppose que l'homme a des préférences qui sont stables, qu'on a une capacité de traitement qui est illimitée, et puis qu'on a une excellente capacité de calcul des probabilités. Et malheureusement, les recherches récentes ont montré qu'on n'était pas très doué en probabilité, qu'on avait vraiment un câblage qui nous permettait difficilement de traiter ces probabilités. C'est surtout Herbert Simon qui s'est opposé en premier à cette théorie, et il a mis en évidence de nombreuses contraintes qui altèrent cette capacité de jugement. Notamment, il a mis en évidence qu'on a au final une capacité de mémoire qui est limitée. On a des contraintes de temps et puis aussi qu'on n'a pas forcément accès à toutes les informations. Et c'est pour ça que plutôt que de chercher la solution ou chercher à prendre la décision optimale, l'être humain va finalement très souvent se contenter de solutions ou de décisions qui sont satisfaisantes. Donc c'est lui qui a initié ce concept de rationalité limitée. Et puis après, pour avancer encore, il y a l'économie comportementale qui a apporté aussi un nouvel éclairage sur les limites de la rationalité, notamment avec Kahneman et Tversky, qui sont allés plus loin, qui ont mis en évidence des anomalies dans les comportements humains. Et ils sont notamment intéressés aux erreurs de jugement, aux fameux biais cognitifs, aux biais cognitifs qui soient individuels ou collectifs. Et puis, ils ont mis en évidence que notre cerveau fonctionne par raccourcis et que c'est ces raccourcis inconscients qui nous induisent en erreur. Et prochaine étape, fin des années 90, c'est Antonio Damasio qui a fait, lui, une avancée majeure sur le plan de la prise en considération du rôle des émotions dans la prise de décision. Et puis en fait, c'est en observant le comportement ou les décisions de certains patients qui avaient des lésions cérébrales qui s'est rendu compte que si le cerveau émotionnel, d'une certaine manière, est atteint et qui ne peut pas être activé, les décisions, elles s'avèrent désastreuses. Donc en fait, il s'est rendu compte que pour prendre des bonnes décisions, on doit pouvoir avoir accès à nos émotions. Et aujourd'hui, les neurosciences, par l'imagerie cérébrale, par ce qu'on arrive à savoir de la manière dont le cerveau fonctionne, elles ont permis, dans une certaine mesure, de valider ces différentes théories, ces différentes hypothèses. Et puis surtout, elles viennent confirmer que notre rationalité est bel et bien limitée, et elle est bien plus limitée qu'on peut l'imaginer. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle du jour. Si maintenant on s'intéresse concrètement au cerveau, ce qui est important de garder à l'esprit quand on parle du cerveau, c'est que le cerveau, finalement, c'est un héritage de millions d'années d'évolution. Donc on a nos pulsions, nos instincts qui sont vraiment ancrés au cœur de notre cerveau reptilien, donc c'est le cerveau le plus ancien. Ensuite, il y a le système limbique, donc c'est le cerveau des émotions qui est venu se développer. Et puis seulement après, on a eu l'évolution du cerveau dit plus rationnel. Donc en fait, toutes nos pulsions, nos instincts, nos émotions, ils sont ancrés bien plus profondément que notre rationalité. Et c'est pour ça que parfois, ils prennent le pas sur la rationalité. Et puis, on a ces modes de fonctionnement donc, qui sont ancrés, qui ont été des mécanismes de survie, qui ont été utiles, mais qui sont peut-être plus forcément les mécanismes les plus pertinents dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est ça, parfois, qui va aussi nous induire en erreur. D'un point de vue fonctionnel, maintenant, le cerveau, il est organisé en grandes fonctions cérébrales. Donc, c'est des fonctions qui sont constituées de réseaux de neurones. On a par exemple les fonctions liées à l'attention, à la perception sensorielle, à la mémoire, aux émotions, etc. Et puis, le système décisionnel, finalement, c'est une de ces grandes fonctions. Et parfois, ces fonctions entrent en collaboration pour aboutir à de meilleurs résultats, et parfois, elles vont entrer en compétition, ce qui va faire qu'on ne va pas forcément pouvoir prendre les décisions optimales. Et encore 3 points qui me semblent essentiels de mentionner sur le cerveau, c'est que c'est un organe qui a une très forte consommation en énergie. Il consomme environ 20% de l'énergie corporelle alors qu'il représente plus ou moins 2% de notre poids. Et puis c'est aussi pour ça que quand on a une activité intellectuelle soutenue vraiment intense, on va vraiment sentir un sentiment de fatigue. Donc notre cerveau, comment il va fonctionner ? En fait, il va chercher à utiliser les raccourcis possibles qui se présentent pour fournir d'une certaine manière le moindre effort. Donc il est un petit peu paresseux. Et puis le deuxième point que je souhaitais mentionner, c'est la partie inconsciente. Il y a 90%, à peu près 90% du fonctionnement cérébral qui est inconscient, donc qui est hors de notre perception, ou alors qui est subconscient, c'est-à-dire qu'il est hors de notre perception du moment.
Et puis, malheureusement, la quasi-totalité de nos décisions, elles reposent sur ces mécanismes qui ne sont pas conscients. Donc, on a une marge de manœuvre qui est relativement limitée. Mais la bonne nouvelle, c'est la plasticité neuronale. Donc voilà, on a une partie qui est du fonctionnement cérébral qui est héritée de nos ancêtres et puis qui peut nous induire en erreur. On a une partie qui est liée à des processus qui sont inconscients, mais on sait désormais aujourd'hui également que le cerveau est malléable, donc c'est-à-dire que les connexions évoluent et se développent constamment, que notre cerveau se réorganise aussi en fonction des événements, des situations qu'on vit. Et puis c'est ça qui va nous permettre de développer de nouvelles habitudes et de faire des apprentissages. Donc finalement, une fois qu'on prend conscience de certaines choses, on a aussi une certaine marge de manœuvre pour progresser. Si on passe maintenant si on entre vraiment dans le cerveau au moment de la décision, on voit qu'il y a 4 étapes qui interviennent. Donc la première, c'est déjà l'étape de la perception. Donc c'est là où on va avoir nos systèmes attentionnels, nos systèmes perceptuels qui s'activent. On va collecter les données sensorielles qui proviennent de l'environnement. Elles vont être transmises au cerveau, mais il y a seulement une partie fragmentée de la réalité qui est transmise au cerveau. Donc en fait, les données, elles sont décomposées, elles sont filtrées par différentes régions cérébrales et ensuite elles sont réassemblées pour fournir une représentation globale de la situation. Et puis, notre cerveau, il n'aime pas le vide. Donc s'il nous manque certaines informations, il aura tendance à combler les informations qui sont manquantes. Donc on voit que déjà à cette étape, on a une perception qui est relativement subjective et qui peut être biaisée. Et ensuite, on passe à l'étape d'évaluation de la situation et de la formation des préférences. Donc là, toutes les informations qui ont été récoltées, elles sont transmises au cortex qui va les associer à d'autres types d'informations. Donc on va retrouver des informations conscientes. Donc c'est par exemple les perceptions justement qu'on a de la situation présente, c'est des souvenirs qui peuvent refaire surface, c'est une anticipation de ce qui pourrait se passer en fonction de la décision qu'on prend, et puis il y a aussi le contexte de la décision qui va nous influencer. Il y a notamment les décisions en incertitude qui vont influencer notre manière de fonctionner et les décisions risquées. Et on a vu que le cerveau ne fonctionnait pas de la même manière si on est dans une situation certaine ou incertaine, une situation risquée ou non. Et puis après, on a encore des éléments qui viennent s'ajouter à ces informations conscientes, c'est les évaluations subconscientes. Donc là, c'est des évaluations affectives de la situation qui vont être faites. Donc, est-ce que la situation, je la juge plutôt agréable ou plutôt désagréable? Et il y a aussi un rappel des expériences passées qui va se faire où ça c'est subconscient, donc c'est pas quelque chose qui parvient à notre conscience, mais on va se souvenir peut-être de succès ou d'échecs passés qui sont ancrés en mémoire. Et enfin, le troisième élément, c'est tous les automatismes inconscients, par exemple les habitudes de pensée. Donc au bout d'un moment, on va développer certaines habitudes face à certaines situations, on va prendre certaines décisions, et puis lorsque la situation va se représenter, par habitude, par confort, on aura tendance à prendre la même décision. Donc tous ces mécanismes, en fait, ils vont servir à préparer la valeur attendue de la décision. Donc le cerveau va faire une évaluation subjective de chaque option. Il va aussi faire une évaluation quand même des probabilités. Et puis il y a le choix qui va justement être arrêté en fonction des avantages, des inconvénients attendus et puis des probabilités. Donc c'est le cortex préfrontal qui est ce fameux chef d'orchestre finalement qui guide tous ces processus. Et puis après, il y a la planification des séquences motrices. Finalement, ces informations vont passer dans l'aire motrice pour qu'il y ait le comportement qui soit adopté. Et puis le dernier point, c'est l'expérience et le résultat de la décision. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer une valeur à la conséquence de notre décision. Et puis, on va aussi, ce que notre cerveau va faire, c'est qu'il va comparer la valeur réelle par rapport à la valeur attendue, par rapport à ce qu'on imaginait que la décision allait apporter comme conséquence. Donc voilà tout ce qui se passe de façon plus ou moins consciente dans notre cerveau quand on est confronté à une décision. Et pour continuer, donc on a vu que le cerveau, il fonctionne notamment différemment suivant les contextes dans lesquels il se trouve. Et pour revenir aux apports de l'économie comportementale et puis de Kahneman, c'est justement en étudiant les anomalies comportementales et puis les erreurs de jugement qu'il a mis en évidence deux systèmes de pensée qui sont distincts.
Donc, en fait, c'est des notions qui étaient déjà présentes, bien sûr, en psychologie, mais c'est quelque chose qu'il a approfondi. Et puis, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a 2 modes de pensée alternatifs, qu'il a volontairement, il en a fait des allégories pour qu'on puisse vraiment se les représenter et puis les comprendre. Donc, il y a une simplification, bien sûr. Donc, le système 1, enfin, ce que nous dit Kahneman par rapport au système 1, c'est que c'est le mode automatique. Donc, c'est le pilote automatique qui est utilisé par défaut. Il fonctionne de manière intuitive, de façon inconsciente. Et par exemple, si je vous dis 2 fois 2, instantanément, vous allez me répondre 4. Enfin, c'est quelque chose qui est ancré, on sait instinctivement la réponse, il n'y a pas besoin de fournir un effort. Donc, on est dans ce mode rapide qui est économe en énergie. Et puis, à contrario, si maintenant je vous dis, donnez-moi la réponse de 13 fois 7, là, vous allez activer votre système 2 parce que la réponse, elle n'est pas aussi évidente que ça. Et là, c'est le système 2, donc un mode de réflexion délibéré, rationnel, qui est conscient cette fois, qui va se mettre en activité et lui procède par un raisonnement logique. Donc, il va demander un effort et il va être plus lent. Donc, dans la majeure partie des situations, c'est notre système 1 qui fonctionne et dans la grande majorité, on est presque à 80% du temps en mode pilote automatique. Et puis, c'est seulement si le système 1 n'arrive pas à proposer de solutions rapides que le système 2 va être activé. Donc, le système 2 va s'activer quand il y a des situations qui sont nouvelles, quand il y a des situations complexes ou alors des décisions importantes à prendre. Et puis, je vous propose un exercice pour illustrer ces 2 fonctionnements. Donc, vous voyez ici une batte de baseball plus une balle de baseball qui coûte au total 1 franc 10. Donc ça, c'est un exemple qui a été repris du livre de Kahneman sur le système 1 et le système 2. Et maintenant, si je vous dis que la batte, elle coûte 1 franc de plus que la balle, à votre avis, combien va coûter la balle? Quelques secondes de réflexion. Ah ouais, alors je propose que tout le monde mette sa réponse dans le chat et clique en même temps quand on dira faites entrer. Okay. Ça, c'est un truc que j'ai vu en facilitation, je trouve génial. Ok, alors on va faire entrer assez rapidement pour prouver le point. Donc allez-y, entrez la réponse et puis, entrez la réponse sur le chat. Et mettez-la sur le chat et quand je vous donne le top, vous pouvez vous cliquer sur entrée pour que tout le monde a déjà cliqué sur entrée. J'ai pas dû expliquer correctement, désolée. Mais allez-y, cliquez, donnez votre réponse dans le chat et cliquez sur entrée. Ok. Et pour rappel, ouais, vas-y, pardon. Ce que j'arrive à voir avec les réponses, c'est qu'il y a déjà pas des réponses qui sont toutes similaires, donc on arrive déjà à des calculs différents. La réponse, c'est 0,5 centimes. Donc intuitivement, quand on nous dit la batte, elle coûte 1 franc de plus que la balle, on se dit 1 franc, donc la balle, elle va coûter 10 centimes. Mais en fait, quand on voit le calcul mathématique, on se rend compte que non, la balle, elle coûte 0,5 centimes. Donc c'est un exemple tout bête finalement qui vient illustrer la paresse de notre cerveau qui va chercher juste la réponse qui saute aux yeux, donc la réponse la plus facile. Donc notre cerveau, vraiment, il va chercher à prendre des raccourcis dès que c'est possible. Donc il fonctionne d'une certaine manière par règle générale, c'est ce que Kahneman appelle les heuristiques. Donc c'est des règles générales. Il va aussi fonctionner par association, pour donner des explications, pour fournir des réponses ou pour prendre une décision. Et ces règles générales et ces associations, elles sont approximatives, mais elles sont néanmoins suffisamment bonnes pour nous permettre de gérer la plupart de nos décisions quotidiennes. Donc le matin, quand vous allez choisir la couleur de votre pantalon, vous n'allez pas forcément faire une analyse de toutes les options possibles rationnelles. Vous allez choisir un pantalon, vous allez mettre votre pantalon et tout va bien se passer. L'activation du système 2, donc je l'ai dit, c'est dans les situations qui sont nouvelles, qui sont complexes, où il y a des conséquences à la décision qui sont peut-être plus importantes. Et le système 2, d'une certaine manière, oui, il permet de réduire l'impact de ces raccourcis, en tout cas de limiter certaines erreurs de jugement, mais il fonctionne néanmoins quand même sur ces règles générales et sur ces raccourcis. Donc le système 2, même s'il est plus rationnel, il n'est pas pour autant exempt de biais. Donc, on a vraiment cette illusion de pouvoir avoir une réflexion purement rationnelle et c'est malheureusement vraiment illusoire. Et là, quand on parle de biais cognitifs, je parlais des heuristiques, ces règles générales qui nous induisent en erreur, mais parfois, le plus souvent quand même, elles sont valables et puis elles nous amènent à prendre des bonnes décisions. On parle de biais cognitifs quand ces règles générales nous induisent en erreur de façon récurrente et systématique. On va y revenir un peu plus tard.
Et ce que je voulais encore vous montrer juste pour soutenir cette théorie qui était proposée par Kahneman, c'est qu'effectivement, par imagerie cérébrale, aujourd'hui, on arrive à voir qu'il y a différentes zones du cerveau qui sont activées si on est dans une situation où on a de l'expérience, donc une pensée automatique, ou si on est dans une situation où on a peu d'expérience, donc une pensée délibérée. Donc pour revenir maintenant à ces fameux biais cognitifs, qui sont, je le rappelle, c'est des erreurs systématiques de la pensée. Vous voyez sur ce schéma qu'on a, c'est presque la course finalement à la détection des biais cognitifs. Il y a plus de 200 biais cognitifs qui ont été répertoriés. Et sur le schéma, on voit qu'il y a principalement 4 catégories, en tout cas ici 4 catégories qui ont été identifiées. Donc c'est soit quand on a trop d'informations, soit quand il n'y a pas assez de sens, soit quand on a besoin d'agir rapidement, soit des biais qui sont liés à notre mémoire. Et il y en a certains qui me semblent particulièrement essentiels quand on pense à des contextes professionnels, c'est notamment le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est cette tendance à rechercher des informations qui vont confirmer nos croyances. Donc, par exemple, il y a une étude qui a été réalisée où on a demandé à des sujets qui avaient déjà une certaine opinion politique de prendre connaissance de certains articles. Donc, ils pouvaient choisir les articles qu'ils souhaitaient consulter. Et puis, il y a une première tendance qui s'est révélée, c'est que spontanément, inconsciemment, ils vont choisir des articles qui vont confirmer leurs croyances et leur idée initiale. Et après, on a aussi remarqué que même si on leur soumet des articles qui sont beaucoup plus nuancés, finalement, la seule chose qu'ils vont en extraire ou l'essentiel qu'ils vont en extraire, c'est ces mêmes informations qui confirment leur pensée. Et si on leur soumet des articles qui sont cette fois assez contradictoires par rapport à leur intuition de base, généralement, on va essayer de réfuter ces informations et de dire oui, non, mais j'y crois pas vraiment, c'est pas vrai parce que si et ça. Donc on a vraiment ce biais de confirmation qui est assez ancré en nous et qui nous empêche du coup de rester ouverts aux idées qui sont nouvelles. Et on a tendance à reproduire ça aussi dans nos contextes professionnels. Quand on a une idée, quand on a un projet, quand on est face à une décision, on a plutôt tendance à aller consulter des collègues avec lesquels on a des affinités, donc qui vont avoir souvent tendance à nous conforter dans notre intuition et puis dans notre décision. Donc là, par rapport à ce biais, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de se forcer à chercher des informations différentes, d'aller se confronter aussi à des collègues qui ont des avis différents, ou alors de jouer l'avocat du diable par rapport à soi, de dire finalement, qu'est-ce qui peut me montrer que mon intuition ou que ma décision n'est pas bonne. Donc c'est d'aller volontairement chercher ça. Il y a l'erreur fondamentale d'attribution qui est aussi intéressante. Donc là, c'est qu'on a tendance à attribuer la réussite ou l'échec d'un projet à une personne plutôt qu'à des facteurs de contexte, aux facteurs chance parfois aussi. Donc notre cerveau, on a ce besoin de certitude, on a besoin d'avoir un sentiment de maîtrise sur notre environnement. D'accepter d'une certaine manière qu'il y a un facteur chance dans la réussite de certains projets, c'est pas quelque chose avec lequel on est à l'aise. Et cette erreur fondamentale d'attribution, elle va faire que si on est confronté à un collègue, par exemple, qui a mené brillamment un projet ou qui a fait une super présentation, on va se dire que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de compétent, et on aura tendance à avoir une confiance aveugle en lui la prochaine fois qu'il va gérer un projet. Donc, on va moins le remettre en question et ça peut potentiellement nous amener à nous fier à son jugement et peut-être pas toujours à prendre les meilleures décisions. Et c'est un peu le même problème qu'on a avec les fameuses best practices. Quand on dit, voilà, il y a une best practice dans telle société qui a réussi de manière incroyable, on va prendre cette best practice, on va l'appliquer à notre société et puis on aura la même réussite. Mais on isole un élément et puis on oublie tout le reste du contexte. Donc c'est vraiment important de remettre en question aussi ces grands champions, enfin ces grands leaders ou ces collègues justement dont on peut surestimer parfois les compétences, et pareil pour ces pratiques où on a l'impression que c'est la recette, la formule magique à certains problèmes. Encore un biais qui est intéressant aussi, le biais de disponibilité. Donc là, c'est qu'on va se rappeler mieux certains événements qui sont proches ou qui ont été marquants émotionnellement et qui vont influencer nos choix. Il y a par exemple le cas des médecins qui sont confrontés à ça. Typiquement, un médecin généraliste qui
lors d'une consultation hier, par exemple, a été confronté à une certaine maladie, si aujourd'hui vous allez le voir et vous présentez certains symptômes qui sont similaires à la maladie qu'il a détectée peut-être hier chez un autre patient, il aura assez vite tendance à arriver à la conclusion que vous avez la même maladie. Donc on voit que cette influence du biais de disponibilité, elle peut être quand même assez délicate suivant les situations. Et la recommandation par rapport à ça, c'est de prendre du recul, de différer son jugement, parce que justement, si on a un jugement hâtif, après, on va entrer dans le biais de confirmation et chercher uniquement les éléments qui vont confirmer notre impression. Et c'est aussi le cas dans les situations de recrutement où on va être influencé justement si le candidat d'entrée présente 1-2 bonnes réponses, on va avoir une image positive du candidat et par la suite, on va être beaucoup plus sensible à ces bonnes réponses ou en tout cas aux éléments qui nous plaisent plutôt qu'au contraire. Et le biais d'ancrage, c'est un dernier biais qui est important dans tout ce qui va toucher aux négociations, quand on fixe le budget ou la date butoir pour un projet. C'est de dire que dès qu'on pose un chiffre, en fait, on pose une encre. Dès qu'il y a une estimation d'un projet, par exemple le chiffrage d'un projet, on pose une encre et tout le reste du projet va être évalué par rapport à cette encre qui a été fixée. Donc si vous dites, voilà, première réunion, j'estime que le projet il est à peu près à 10 millions de francs. Si vous revenez après en disant voilà, j'ai fait une étude plus précise, en fait, on serait plutôt autour des 15 millions, la personne va vous dire non, attends, on était parti sur 10 millions. Donc vous avez posé une encre. Donc là, il faut faire attention quand on avance un chiffre, par exemple dans une négociation de salaire ou autre, c'est qu'on risque de poser une encre qui peut après nous porter préjudice. Et ce qui est vraiment ce que je trouve fascinant par rapport à ce biais d'ancrage, c'est que là, on voit on parle de budget, de chiffres, donc on reste sur quelque chose qui semble cohérent, on parle de la même chose, mais les recherches ont démontré que si, par exemple, maintenant je vous demande de me donner le nombre, le dernier chiffre de votre numéro de téléphone, s'il est plus proche de 80 ou de 90, maintenant, si je vous demande, par exemple, à votre avis, à quel âge est mort Gandhi, si le numéro de téléphone, le chiffre qui termine votre numéro de téléphone est plutôt élevé, vous aurez tendance à me dire que Gandhi est plutôt mort à un âge avancé, alors que si votre numéro de téléphone se termine par 20, vous allez plutôt imaginer qu'il est décédé à 40-50 ans. Donc, sur des éléments qui ont absolument aucun lien, on est quand même influencé. Et puis, dernier point, peut-être aussi un point que je trouve intéressant, c'est le piège le besoin qu'on a de donner du sens. Souvent, on va prendre des éléments éparses d'une situation, typiquement quand on a une problématique avec un collaborateur, et on va prendre des éléments éparses, chercher à donner du sens, à se dire, tiens, s'il agit comme ça, c'est parce qu'en fait, il n'est pas engagé, ça lui plaît pas ce qu'il fait. Et en fait, ça va influencer toutes nos décisions par rapport à lui, tout notre fonctionnement par rapport à lui, alors qu'en fait, on s'est basé uniquement sur certains éléments pour se créer une certaine réalité. Donc notre cerveau veut toujours, nous influence toujours à construire une histoire cohérente, même si parfois il n'y a pas forcément de lien entre les éléments. Et maintenant, je fais juste un focus encore sur l'intuition. Donc l'intuition, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. On voit apparaître de nombreux articles. Je m'excuse, je dois te couper, ma belle. On est déjà dans la phase de Q&A. Okay. Ouais, donc juste, je sais pas combien de slides il reste, mais je me permets juste d'être le gardien du temps comme on l'avait convenu. Oui. Voilà. Ok, ça marche. Alors, je prends encore 2 minutes du coup pour terminer. L'intuition, en fait, c'est pas quelque chose de magique qui nous vient comme ça de nulle part. C'est une reconnaissance des informations qui ont été stockées en mémoire. Notre cerveau fonctionne de nouveau par association d'idées. Donc, en fait, il va reconnaître certains signaux et c'est ça qui va nous amener à avoir un sentiment d'intuition, un sentiment de savoir ce qu'on doit faire. Et puis, l'intuition, finalement, elle est pas si fiable que ça. Elle est uniquement fiable quand on est dans une intuition experte, donc c'est-à-dire qu'on est dans des situations qui sont relativement certaines, qu'on a suffisamment d'expérience, et puis qu'on a un feedback immédiat sur nos décisions pour savoir si nos décisions sont bonnes ou non. Et puis là, juste un schéma encore pour indiquer est-ce qu'on peut se fier à nos intuitions ou non. Finalement, quand on a une expérience dans un domaine
l'intuition est plus ou moins fiable, donc on peut plutôt y aller. Quand on est en revanche dans une situation avec moins d'expérience, ben, on a plutôt tendance à, ça a plus de sens d'activer le système 2. Néanmoins, quand on est dans une situation incertaine avec beaucoup de complexité, on ne va pas avoir la capacité de traiter toutes ces informations. Donc là, ça peut être intéressant de rebasculer après une analyse rationnelle dans l'intuition. Et dernier point sur le fonctionnement cérébral, donc les émotions. Donc on a vu déjà que les émotions, elles sont nécessaires à la décision. Les émotions, elles précèdent la pensée. Et elles vont prendre le pas sur la raison dans certaines situations. Et il y a deux types d'influences qui sont fondamentales dans le cadre de la prise de décision. Il y a déjà l'influence de nos expériences passées. C'est l'hypothèse des marqueurs somatiques. Donc, quand on a vécu une certaine situation, il y a toujours une étiquette plus ou moins positive qui va rester. Et quand on va être confronté à une situation similaire, ben, ça va réactiver ce sentiment plus ou moins positif. Donc, ça va influencer notre décision. Et puis, il y a aussi l'état émotionnel du moment qui va influencer notre décision, à savoir que quand on est en colère, on risque de prendre des décisions qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus extrêmes, alors que quand on est, par exemple, quand on est dans de la tristesse, ben, on aura plutôt une tendance à la prudence. Donc voilà comment c'est influencé, et je prends peut-être juste 30 secondes pour parler d'une expérience qui a été faite de manière complètement aléatoire, où des joueurs devaient sélectionner des tas de cartes qui leur donnaient des points ou leur faisaient perdre des points. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une réaction émotionnelle, donc qui a été qu'on a pu identifier par capteur. Donc, il y avait d'abord cette réaction émotionnelle. Ensuite, ils changeaient leur comportement en allant vers les tas de cartes, les plus positifs. Et seulement après, ils étaient capables de dire, ah ben, je pense que ce tas est plus intéressant, donc je vais piocher sur cette pile de cartes. Donc, c'est juste pour dire, il y a la réaction émotionnelle, le changement de comportement et seulement ensuite la pensée. Voilà. Donc, pour développer ces compétences, finalement, émotionnelles, il faut travailler sur différents aspects, la conscience de soi, l'intelligence émotionnelle, la flexibilité mentale et aussi développer son socle d'expérience. Et je passe rapidement peut-être sur les 3 choses à retenir de cette présentation. Donc, l'illusion de rationalité. On n'est pas aussi rationnel qu'on pense l'être et on n'arrive pas à être aussi rationnel qu'on le souhaiterait. Pour prendre des meilleures décisions, jouons sur l'intuition et la raison, et puis d'avoir idéalement une approche séquentielle pour décortiquer notre approche par rapport à une décision.